Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire datant de la seconde moitié du XIXe siècle. Installez-vous confortablement, nous partons pour la Nouvelle-Zélande. Rosina Smith est née en Angleterre en 1862, à une époque où le pays changeait rapidement. L'industrialisation avait transformé les villes en centres animés d'usines et de commerce. Mais pour beaucoup, en particulier les jeunes femmes, les opportunités étaient en limitées, les attentes sociales étaient anti-rigides, et le mariage ainsi que la famille étaient souvent considérés comme leur seul avenir. Pour ceux qui n'avaient ni richesse ni relations familiales solides, la vie pouvait être difficile. Dans les années 1870 et 1880, le gouvernement britannique encourageait les jeunes femmes célibataires à émigrer vers la colonie. La Nouvelle-Zélande, nation jeune en développement, avait un besoin urgent de travailleuses domestiques, ouvrières d'usines et aides à la ferme. Les hommes surpassaient en nombre les femmes et le gouvernement voyait l'immigration comme un moyen d'équilibrer la population et de fournir de la main-d'œuvre à l'économie croissante. Beaucoup de femmes y voyant une chance de repartir à zéro, une opportunité d'échapper à la pauvreté et de construire une vie d'indépendance. En 1882, à seulement 20 ans, Rosina monta à bord du navire Rangitiki, à destination de la Nouvelle-Zélande. Le voyage fut long et difficile, durant environ 3 mois. Le navire transportait des centaines d'immigrants, principalement de jeunes femmes, ainsi que des familles et des ouvriers, tous espérant commencer une nouvelle vie. Les conditions à bord étaient exiguës, la nourriture rationnée et la maladie courante. Malgré tout, pour beaucoup, dont Rosina, l'espoir d'un futur meilleur rendait ces épreuves tolérables. Arrivée à Auckland, Rosina fut vite engagée comme cuisinière à l'Exchange Hotel. Pour les jeunes immigrantes, travailler dans des hôtels, pensions et maisons privées était courant, car ils avaient tous besoin de personnel domestique. Malgré des conditions parfois difficiles, les emplois abondèrent grâce à l'essor de l'industrie du bois, au développement portuaire et à la croissance agricole. Cependant, son séjour à Auckland fut bref. Après environ 1 mois à l'Exchange Hotel, elle s'installa à Thame, une ville qui avait connu un essor dans les années 1860 et 1870, après la découverte d'or dans la région. Pendant un certain temps, elle resta à Thames, mais finit par décider de retourner à Auckland, où elle travailla dans divers établissements, notamment le Harbour View House et l'hôtel Duke of Cambridge. C'est là qu'elle déclara avoir rencontré M. William Wilson, qui travaillait comme charpentier. Comme beaucoup de jeunes femmes dans sa situation, Rosina espérait peut-être trouver une stabilité grâce à une relation. Elle a peut-être imaginé un avenir avec le jeune homme, croyant qu'il pouvait lui offrir la compagnie et la sécurité qu'elle recherchait. Pourtant, elle a appris par la suite que William Wilson était déjà marié. Avec la douloureuse prise de conscience qui a brisé tout espoir d'avenir avec lui, elle a affirmé que sa trahison l'avait forcée à affronter la dure réalité de sa situation, ne lui laissant guère d'autre choix que d'aller de l'avant seule. Elle a ouvert un atelier de couture à Newton, étant déjà enceinte à cette période. C'était une époque où les mères célibataires faisaient face à des jugements sévères et à des options limitées, et Rosina se retrouvait avec très peu de choix. Retourner en Angleterre était impossible. Poursuivre l'atelier de couture serait difficile, et trouver un autre emploi en tant que future mère ne serait pas aisé. La Nouvelle-Zélande offrait des opportunités, mais était dure envers les femmes qui transgressaient les conventions sociales. Finalement, elle s'est installée dans une pension à Parnell qui, avec sa femme, était tenue par un épicier nommé Monsieur Wakeham. Mais quand Rosina est arrivée là-bas, elle leur a dit s'appeler Rosina Wilson. À la fin du mois de juillet, elle a donné naissance à une petite fille. Bien que son accouchement n'ait pas été difficile et que la naissance ne se soit pas trop compliquée, elle a eu du mal dans les jours qui ont suivi, souffrant de fatigue et des défis habituels de la nouvelle maternité. Le nourrisson, nommé Emily, était une fille en bonne santé, à part une légère éruption cutanée bénigne. Bien que le bébé n'ait pas reçu beaucoup de soins maternels, Rosina a fait de son mieux pour allaiter son enfant. C'était une jeune femme calme et réservée, et malgré tous ses efforts, il était évident que la maternité ne lui venait pas naturellement. Bien qu'elle ait vécu dans la maison depuis plus d'1 mois, les Wakeham ne semblaient pas en savoir beaucoup sur les origines de la jeune femme. Elle leur avait dit qu'elle était venue en Nouvelle-Zélande à bord du navire Rangitiki, mais elle avait gardé son passé en grande partie pour elle. Très peu de gens à Parnell lui avaient jamais parlé, et la plupart ne connaissaient donc même pas son nom. Une semaine après l'accouchement, Mademoiselle Smith se remettait. Du moins physiquement, elle était capable de se déplacer, et avec le départ de l'infirmière le 7 août, il semblait qu'elle s'adaptait à sa vie de nouvelle mère. Cependant, il régnait une certaine inquiétude, et Madame Wakeham se demandait si la jeune femme faisait réellement face aux exigences de la maternité.
Dans la nuit du samedi 16 août, une tempête faisait rage à Purnell, mais malgré cela, mademoiselle Smith quitta la maison en portant son nourrisson dans ses bras. Les vents violents et la pluie torrentielle semblaient penser refléter le tumulte qui agitait son esprit. Elle revint seule quelques heures après. Lorsque M. Wakeham l'interrogea sur l'endroit où se trouvait le bébé, les réponses de Rosina furent de vagues et évasives. Elle s'exprimait de manière énigmatique, sans révéler où l'enfant était parti. Son attitude était étrange, presque distante, et ses vêtements étaient humides et assez sales de boue. Il était clair qu'elle était restée dehors trop longtemps. Ce n'est que le lendemain que son comportement est devenu vraiment préoccupant. Elle semblait agitée, nerveuse et renfermée. Elle ne pouvait pas manger et son anxiété était évidente. Son comportement étrange mettait M. et Mme Wakeham mal à l'aise. Ils étaient inquiets pour le bébé et commencèrent à remarquer des incohérences dans l'histoire de Rosina. Elle n'avait en fait pas précisé où se trouvait le bébé, ni comment ses vêtements étaient devenus si sales la veille au soir. Le lundi 18, la tension persistait chez les Wakeham. Profondément inquiet, M. Wakeham décida de fouiller la chambre de Mademoiselle Smith. Bien que la chambre paraissait intacte, quelque chose ne semblait pas normal. Il décida donc de confronter la jeune femme à ce sujet. Au début, elle leur dit qu'elle avait confié le bébé à des amis à Wakatow, une histoire qui paraissait étrange. Mais alors que M. Wakeham insistait, son sang-froid finit par céder. Elle fondit en larmes et raconta une toute autre histoire. Elle expliqua que le bébé avait été malade et, dans son désespoir, elle lui avait donné du laudanum, un médicament à base d'opium couramment utilisé à l'époque, mais notoirement dangereux. La voix tremblante, Rosina omit qu'après que le bébé soit tombé inconscient, dans un moment de folie, elle avait jeté l'enfant du haut des falaises de Parnell. Lorsque M. Wakeham lui demanda où exactement elle avait fait cela, elle répondit que l'obscurité de la nuit avait obscurci sa mémoire et qu'elle était incapable de se souvenir de l'endroit précis. Suite à cela, M. Wakeham informa l'agent de police. L'agent Hobson vint à la maison pour parler à la jeune femme. Cependant, lorsqu'il l'interrogea, elle ne confirma pas cette histoire ni ne donna de réponse claire ou cohérente à ses questions. Au lieu de cela, elle divagua de manière confuse et bouleversée. Ses paroles prononcées en fragments décousus qui ne firent qu'approfondir le mystère. Elle raconta comment elle avait perdu l'enfant, mais n'offrit aucun détail clair sur ce qui s'était passé. Par moments, elle semblait sur le point d'en révéler davantage, pour ensuite se replier dans des déclarations vagues et contradictoires. Son comportement erratique et la nature incohérente de ses réponses ne firent qu'éveiller les soupçons de l'agent de police. La nouvelle du bébé disparu se répandit rapidement dans la petite communauté soudée de Parnell et le mystère devint le sujet de conversation dans les rues, dans les commerces locaux et entre voisins. Les habitants inquiètes pas que spéculant sur l'endroit où pouvait se trouver le nourrisson, et un sentiment de malaise s'installa dans la région. Il ne fallut pas longtemps avant qu'un homme nommé M. Herbert Gent contacte le policier au sujet d'une étrange rencontre qu'il avait eue avec une jeune femme le samedi soir, une femme qu'il pensait maintenant être Mademoiselle Smith. M. Gent était jardinier dans le grand domaine appartenant à un gentleman nommé M. Mason. Il a raconté au policier Hobson qu'il se tenait près du portail du domaine lorsqu'une jeune femme s'est approchée de lui. Il a dit qu'elle semblait anxieuse et qu'elle tenait dans ses bras un petit nourrisson qui pleurait. M. Gent a ajouté que cette jeune femme s'est arrêtée et, d'une voix nerveuse, a demandé si le portail menait au domaine, car elle souhaitait emprunter cette route pour aller à Newton. M. Gent a dit que, bien qu'il ait trouvé la question un peu étrange, il lui a répondu qu'elle pouvait atteindre le domaine en traversant les jardins, mais il lui a conseillé de passer plutôt par le col de Kibert. Il a ajouté que ce n'est qu'après avoir entendu parler du bébé disparu qu'il a compris l'importance de sa conversation. Suite à cela, l'agent Hobson a informé le surintendant Thompson. Le surintendant a chargé le détective Touhy et le détective Walker de poursuivre l'enquête. Le lendemain matin, accompagnés de l'agent Hobson, les deux hommes ont fouillé la zone. Mademoiselle Smith a été ramenée sur les lieux dans une charrette tirée par des chevaux, car ils espéraient qu'en empruntant le même chemin, la jeune femme pourrait réagir ou fournir des indices qui les aideraient à découvrir où se trouvait le bébé. Rosina est restée silencieuse pendant le trajet vers le jardin de Mason. Cependant, en s'approchant, un changement soudain et spectaculaire s'empara d'elle. Sa respiration s'accéléra. Elle agrippa les côtés du chariot comme si elle voulait faire demi-tour. Il était évident qu'elle était agitée et son visage devint pâle. Puis elle s'écria « Ne m'emmenez pas là-bas, c'est là !» Il y avait une peur indéniable dans sa voix. Les détectives et l'agent Hobson fouillèrent ensemble le jardin.
Ils avançaient prudemment, écartant les feuilles et retournant la terre meuble, et il ne fallut pas longtemps avant qu'ils ne découvrent ce qu'ils redoutèrent. Juste sous la surface de la terre, le corps d'un nourrisson. L'enfant avait été enveloppé dans un châle tricoté, et bien que le visage du bébé soit gonflé par la pression de la terre, le corps était remarquablement bien conservé. La vue de ce pauvre enfant, désormais immobile et sans vie, provoqua une vague d'horreur chez les hommes. Un étrange silence s'installa alors qu'ils se regardaient, seulement interrompu par les sanglots étouffés de mademoiselle Smith, qui observait à quelques pas de là. Lorsque le corps fut placé dans une boîte, les jambes de Rosina fléchirent sous elle, et dans un cri haletant, elle s'effondra au sol, bouleversée. La tristesse du moment était accablante, et tandis que l'agent Hobson se tenait au-dessus de la découverte tragique, il savait que l'affaire avait pris une tournure sombre et irréversible. Le corps fut transporté à Parnell, et Madame Wakeham fut appelée pour l'identifier. Elle confirma qu'il s'agissait de l'enfant de mademoiselle Smith, né quelques semaines plus tôt. Le bébé avait été enregistré sous le nom d'Emily Wilson, avec pour père un homme nommé Guillaume Wilson. Bien que personne ne sache réellement qui était cet homme, alors des efforts furent faits pour le retrouver. Le docteur Cobbett a pratiqué une autopsie au poste de police en présence des détectives. L'examen a révélé que l'enfant avait été bien nourri, et que la décomposition était seulement légère, probablement en raison de la terre qui avait ralenti le processus. Le cou ne montrait pas de signe de strangulation, et aucune blessure externe pouvant expliquer immédiatement la cause du décès de l'enfant n'a été trouvée. À l'intérieur, les organes étaient en bon état, mais les premiers indices laissèrent penser que la cause du décès était l'asphyxie. Le contenu de l'estomac a été placé dans un bocal scellé et, sous la direction du surintendant Thompson, a été envoyé au Dr Pond pour un examen plus approfondi. Une enquête a été prévue à l'hôtel Auckland, sous la supervision du coroner, le Dr Filson. L'affaire avait provoqué beaucoup de choc et d'horreur parmi le public et était rapidement devenue un scandale sensationnel à Auckland, les gens discutant de chaque détail de la tragédie. Le 26 août, Rosina Smith fut officiellement accusée du meurtre de son bébé et envoyée en prison en attendant son procès. Il y avait beaucoup de spéculations concernant l'identité du père de l'enfant. L'homme que Rosina avait mentionné dans ses premières déclarations n'avait pas été retrouvé, ce qui laissait les gens se demander s'il existait vraiment un tel homme ou si mademoiselle Smith protégeait quelqu'un d'autre. Certains se demandaient même si M. Wakeham, qui avait signalé les actions de Rosina aux autorités, n'était pas la personne responsable de sa grossesse, ce qui ne faisait qu'ajouter encore plus de mystère à l'affaire. Une partie de la communauté n'avait pas été satisfaite des actions de M. Wakeham. Ils ont exprimé leur opinion et l'ont critiqué pour sa décision d'impliquer les autorités. Ils ont suggéré qu'il avait agi trop vite en impliquant la police dans cette affaire. Le contre-coup inattendu a surpris M. Wakeham, car il affirmait avoir agi uniquement par devoir et par responsabilité morale. Cependant, malgré les critiques, il était indéniable que ces actions rapides avaient permis l'arrestation immédiate de l'accusé et, plus important encore, la découverte du corps de l'enfant. Alors que des voix dissidentes se faisaient de plus en plus entendre, d'autres membres de la communauté réfléchissaient à l'importance de ne pas négliger ces affaires. Ils s'interrogeaient sur les conséquences pour Auckland et la Nouvelle-Zélande si de tels incidents passaient inaperçus. De nombreux journaux ont écrit qu'au lieu de critiques, M. Wakeham devrait être reconnu pour ses actions, affirmant qu'il n'avait fait que ce que toute personne dotée d'un sens de l'humanité et de la responsabilité aurait fait dans une situation aussi désespérée. Au lieu de faire face à des critiques, il méritait des éloges pour son rôle dans la révélation de la vérité. Quand les autorités ont questionné Rosina sur M. Wilson, elle leur a dit qu'elle avait été trompée par lui car il lui avait promis de l'épouser pour qu'elle découvre plus tard qu'il était déjà marié. Il y avait ceux qui compatissaient avec elle. Certains ont suggéré qu'elle avait été laissée à affronter un avenir imprévisible toute seule, sans aucun soutien, et qu'elle devait accepter les dures réalités de sa situation. Ils ont affirmé que sa détresse et son désespoir avaient peut-être joué un rôle important dans la mort du bébé. Le procès a commencé le lundi 6 octobre 1884 à la Cour suprême d'Auckland. L'intérêt du public pour l'affaire s'est intensifié à l'approche de la date. La nature choquante des événements et les questions sans réponse entourant la mort de l'enfant maintenaient la communauté en alerte, et beaucoup étaient impatients de voir comment le système judiciaire traiterait une affaire aussi bouleversante et mystérieuse. M. Hudson Williamson représentait l'accusation, et M. G.N. Bassey la défense. M. Bassey a soutenu que, dans la nuit du 16 août, Mlle Smith souffrait de folie et était donc incapable de comprendre pleinement ses actes.
Il a suggéré que la mort tragique de l'enfant était un accident, soulignant l'absence de toute malveillance évidente. S'il y avait eu une arme, a-t-il fait remarquer, cela aurait suggéré une préméditation, mais comme il n'y avait pas d'arme, cela ne laissait que l'hypothèse de son instabilité mentale, marquée par une combinaison de dépression et de folie. On dit qu'après la naissance du bébé, elle ne semblait pas être une mère naturelle, mais au fil des jours, elle est devenue très attentionnée. Monsieur Basset a fait référence à des textes médicaux, dont certains indiquaient devant que l'étouffement d'un enfant pouvait être involontaire, et il était certain que la mort du bébé, la petite Emily Wilson, était un tragique accident. Monsieur Williamson, pour l'accusation, n'était pas d'accord avec cette théorie, et a informé le tribunal qu'une défense pour folie exigeait qu'une personne ne connaisse pas la nature de son comportement. Il a affirmé que les actes de la prévenue étaient impulsifs plutôt que prémédités, mais qu'elle savait parfaitement ce qu'elle faisait. Des témoins, dont certains avaient déjà témoigné lors de l'enquête, ont été appelés et des médecins ont donné leur avis sur la santé mentale de Mademoiselle Smith. Lorsqu'on lui a demandé ce qui s'était passé le soir du 16 août 1884, Mademoiselle Smith a nié toute intention de nuire à l'enfant, bien qu'elle ait insisté sur le fait qu'elle avait peu de souvenirs de l'événement qui s'était produit. Lorsque le juge a résumé l'affaire, il a rappelé au jury que leur décision devait se fonder strictement sur les preuves présentées. Il leur a présenté 3 possibilités pour la mort de l'enfant. Un meurtre prémédité, la folie de Mademoiselle Smith ou un tragique accident. Il a exhorté le jury à examiner toutes ces possibilités avant de décider. Après délibération, le jury a rendu son verdict. Mademoiselle Rosina Emily Smith a été déclarée coupable d'homicide involontaire, une accusation moindre. Le juge, reconnaissant l'état émotionnel de l'accusé, l'a alors condamné à 6 mois de travaux forcés. En juillet de l'année suivante, William Wickham, qui à ce moment-là buvait beaucoup, a attaqué sa femme avec une hache et, croyant qu'elle était morte, s'est livré à la police. La brave dame a survécu, mais M. Wickham a ensuite été condamné à 2 ans de prison pour son crime. Cela n'a fait qu'alimenter davantage les spéculations selon lesquelles il était l'homme marié qui avait engendré l'enfant de Racina Smith. Le destin de Rosina après sa sortie de prison est inconnu, mais son parcours illustre les difficultés rencontrées par de nombreuses femmes immigrées en Nouvelle-Zélande au XIXe siècle. Seules, sans famille et dans une société qui offrait peu d'options, les femmes étaient souvent confrontées à des choix désespérés. Beaucoup sont arrivés avec l'espoir d'une vie meilleure, mais se sont retrouvés vulnérables dans une société aux attentes rigides et aux opportunités limitées. Le parcours de Rosina, autrefois plein de promesses, s'est terminé en tragédie, et sa vie reflète les difficultés rencontrées par de nombreuses femmes qui, loin de chez elles, sans soutien, ont lutté pour survivre dans un environnement parfois dur et impitoyable. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours, et j'espère vous retrouver tous lors du prochain résumé. À faire.